La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Et cette semaine, le marché a été secoué par une nouvelle géopolitique assez majeure, c'est-à-dire que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro et Trump y a annoncé vouloir gérer temporairement le Venezuela et ses ressources pétrolières. Et en réponse à cette nouvelle-là, le secteur de l'énergie canadien qui s'est mis à baisser par peur que les compagnies pétrolières au Canada ils se mettent à perdre des parts de marché face au pétrole du Venezuela. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux justement remettre tout ça en perspective. Je veux aussi vous parler de mes 2 derniers achats pour mon portefeuille. Et pour finir, je vais vous parler de l'action Intel qui commence enfin à remonter et pourquoi également je conserve ma position dans cette compagnie-là. Et je vais commencer tout de suite avec ce qui se passe du côté géopolitique vis-à-vis le pétrole brut. Donc oui, le Venezuela détient des réserves pétrolières immenses. En fait, je pense que ça fait partie des plus grandes réserves de pétrole dans le monde. Mais la réalité, c'est que le pays y opère à une fraction de sa capacité depuis à peu près 15 ans. Le réseau est délabré, les installations sont vieilles, les travailleurs qualifiés y ont quitté le pays et leur industrie manque clairement de capital. Et ajouter à ça les sanctions internationales qui ont été imposées au Venezuela, et on se retrouve avec un pays que finalement, ils sont incapables de produire du pétrole à un niveau significatif, et même avec un soutien financier des États-Unis, il faudrait des années avant que le pays redevienne un producteur capable de réellement influencer le marché mondial de pétrole. Et ensuite, oui, c'est vrai que le pétrole vénézuélien et le pétrole canadien sont à peu près du même type, dans le sens que les deux, c'est ce qu'on appelle du pétrole brut lourd, malgré que celui du Venezuela, il est très lourd, là, ça ressemble quasiment à du goudron, mais en gros, ça veut dire que le pétrole qui vient du Canada et le pétrole qui vient du Venezuela, ils demandent les deux le même type de raffinage. Donc théoriquement, oui, les États-Unis pourraient choisir de raffiner le pétrole du Venezuela au lieu d'une autre. Par contre, de un, depuis les sanctions de 2019, les raffineries américaines, ils comptent exclusivement sur les barils qui descendent de l'Ouest canadien. Et de deux, le Venezuela n'a aucun pipeline en direction des États-Unis. Là. Et en plus, comme je vous dis, c'est du brut extra lourd. Là. C'est-à-dire que c'est comme essayer de pousser du beurre de peanut dans un tuyau. Il faut soit le faire chauffer ou il faut le diluer pour réussir à pousser ça. Donc même si demain matin, le Venezuela réussit à produire plus de pétrole, il devrait transporter tout ça par navire. Et transporter ça par navire, c'est pas mal plus coûteux et pas mal plus lent que via un réseau de pipeline. Au Canada, évidemment, on a déjà les infrastructures, on a déjà le volume de production et il faudrait des investissements massifs pour réussir à rendre le pétrole du Venezuela aussi compétitif que celui qui provient du Canada. Tout ça pour dire que c'est pas quelque chose qui se fait à court terme, même au-delà des coûts financiers, c'est un projet qui prendrait plusieurs années avant d'avoir un impact significatif sur le secteur de l'énergie canadien. Et pour conclure sur ce sujet-là, dernièrement, on entend aussi parler de Trump qui voudrait aller prendre le contrôle du Groenland, soit de la manière douce ou de la manière forte. Et avec ce qui vient de se passer au Venezuela, il met de la pression sur le Danemark pour que le pays finalement accepte de lui vendre le Groenland. Et il y a plusieurs raisons pourquoi Trump il voudrait étendre le territoire des États-Unis. D'une part, il y a le côté sécurité nationale. Au fait, il y a déjà une base militaire au Groenland, mais d'autre part, il y a aussi les ressources naturelles qu'on retrouve là-bas. Au Groenland, il y a du nickel, du cuivre, du lithium. Donc, c'est sûr qu'en ayant accès à ces ressources-là, les États-Unis ils pourraient réduire leur dépendance aux importations, notamment aux importations en provenance de la Chine. Sinon, pour le deuxième segment de l'épisode, je vais vous parler
parler des 2 achats que j'ai faits pour mon portefeuille à long terme. Donc, mon premier achat, c'est la compagnie Enbridge. En fait, j'ai profité de la baisse du secteur de l'énergie pour aller grossir un peu ma position. J'ai acheté à 62,80 $, ce qui augmente légèrement mon coût d'achat moyen à 45,63 $. Et je tiens à préciser que ça fait un méchant bout que je suis actionnaire d'Enbridge. Et la première chose qu'il faut savoir à propos de cette compagnie-là, c'est qu'elle ne produit pas de pétrole, elle ne produit pas non plus de gaz naturel. En fait, eux autres, ils se font payer juste pour le transporter. Là. Autrement dit, Enbridge, ils facturent le passage du pétrole et du gaz naturel à l'intérieur de leur pipeline. Donc, à ce moment-là, que le prix du baril soit élevé ou non, que le pétrole il vienne de l'Alberta ou de la Saskatchewan, tant que ça passe dans leur infrastructure, Enbridge, ils ramassent le cash. Et on parle d'une des plus grandes compagnies canadiennes. Ils font 64 milliards de dollars en revenus par année. Ils affichent une marge d'exploitation de 16% et ils dégagent à peu près 12 milliards en flux de trésorerie. Et au prix actuel, Enbridge, il verse un dividende qui dépasse 6% de rendement par année. Et c'est un rendement des dividendes qui peut sembler très attrayant, mais par contre, il faut savoir que en date d'aujourd'hui, le ratio de distribution, il dépasse 150%. Ce qui veut dire que l'entreprise, elle verse plus en dividendes qu'est-ce qu'elle génère en profit. Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas quelque chose qui est soutenable éternellement. Pour l'instant, ce qui sauve Enbridge, c'est que ses flux de trésorerie, ils demeurent tellement élevés qu'elle peut financer son dividende à même son cash flow, mais à un moment donné, soit les bénéfices montent, soit le dividende y baisse. Et pour conclure à propos d'Enbridge, un autre élément qui m'a motivé à racheter du Enbridge, à aller grossir un peu ma position, c'est que je considère que les nouvelles politiques du gouvernement Carney, ils sont plus favorables pour le secteur énergétique, du moins du point de vue réglementaire. Donc, possiblement, ça va aider les compagnies comme Enbridge. Ensuite de ça, ma deuxième transaction, c'est l'ajout d'une nouvelle position à mon portefeuille. J'ai décidé d'investir dans une compagnie ferroviaire, une compagnie de chemin de fer, et j'ai choisi le Canadian National Railway, qui est le CN, et j'ai acheté des actions de CNR à 134 $. Et si vous regardez le graphique, vous allez voir que le titre il a beaucoup baissé depuis 2024 et j'ai l'impression que plusieurs investisseurs s'inquiètent du ralentissement du volume transporté par les compagnies de chemin de fer, tandis que de mon côté, je vois ça comme une situation temporaire et c'est pour ça qu'à ce prix-là, ça m'apparaît comme une opportunité d'investissement. Et gardez en tête que le CN, cette compagnie-là transporte des produits essentiels à l'économie canadienne. Là, je parle de produits agricoles, de matières premières, de biens industriels. T'sais, lorsqu'il va y avoir une reprise économique, il va en avoir une un jour, ben, l'industrie ferroviaire va repartir. Et en date d'aujourd'hui, le prix de l'action CNR reflète un multiple de 18 fois le bénéfice par action, donc plutôt raisonnable. Et du côté des ratios financiers, le niveau d'endettement est très bon, la marge nette est de 27% et le rendement des capitaux propres il est autour de 23%. Et ces ratios-là, ben moi, ils me démontrent que le CN est encore financièrement très solide et qu'ils utilisent leur capital de façon efficace. D'ailleurs, le dividende de CNR il est à 89 cents par action, ce qui équivaut à un rendement des dividendes d'à peu près 2,6% par année. Et c'est pas spectaculaire comme rendement, mais c'est stable et surtout, c'est largement couvert par les profits, là. Contrairement à Enbridge, on parle d'un ratio de distribution des dividendes qui est en dessous de 50%, ce qui fait en sorte que l'entreprise, ben, elle peut facilement continuer d'augmenter son dividende année après année. D'ailleurs, le CN qui a un excellent historique au niveau de ses dividendes. Et pour terminer l'épisode, je vais vous parler d'une position que je détiens depuis très longtemps et qui commence tranquillement pas vite à redevenir intéressante aux yeux des investisseurs. Je parle ici d'Intel. Intel, c'est littéralement l'une des toutes premières actions que j'ai achetées dans ma vie. Et pendant des années, Intel, ça a été une machine à profit. C'était une compagnie qui versait également un dividende constant. Et honnêtement, ça a été une action payante jusqu'à peu près
près en 2020. Ensuite de ça, ça s'est un peu compliqué. Faut savoir que la grande différence structurelle entre Intel et AMD, c'est leur modèle de fabrication. Intel, eux autres, ils s'occupent de la conception, mais aussi de la fabrication de leur propre CPU. Ils font ça dans leurs usines aux États-Unis, tandis que AMD, eux autres, ils conçoivent les puces, que ce soit des CPU ou des GPU, mais ils sous-traitent toute la production à la compagnie TSMC. TSMC qui est la compagnie en Taïwan qui se spécialise dans la fabrication de microprocesseurs. Et malheureusement, pour moi, ce qui semblait être un avantage concurrentiel en faveur d'Intel au niveau de la fabrication à l'interne, ça s'est transformé en désavantage. En fait, AMD s'est mis à avoir des CPU plus performants, justement grâce à la spécialisation de TSMC. Et c'est comme ça que finalement AMD a pris de l'avance et qu'Intel s'est mis à perdre des parts significatives du marché à partir d'à peu près 2019. Et c'est pas la seule affaire qui s'est passée. À peu près dans le même temps, il y a eu l'essor des crypto-monnaies et ça, ça a réorienté le marché davantage vers les GPU qui étaient beaucoup plus efficaces pour le minage que les CPU d'Intel. Puis après ça, en 2022, ça a été le tour de l'intelligence artificielle qui a accéléré encore plus cette transition-là vers les GPU. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait passer NVIDIA d'un fabricant de cartes graphiques pour les gamers à un statut du plus grand fournisseur de microprocesseurs dans le monde. Malheureusement, pendant ce temps-là, Intel s'est retrouvé à courir après son retard technologique et logiquement, le prix de ses actions a plongé. En plus de ça, l'entreprise a dû réduire de moitié son dividende en 2023 et ensuite de ça, ils l'ont complètement éliminé en 2024. Avec tout ça, le titre d'Intel est passé d'à peu près 64$ à moins de 20$. Et d'ailleurs, beaucoup d'investisseurs ont abandonné Intel suite à la suspension des versements de dividendes. De mon côté, je n'ai pas vendu mes actions et je pense que l'affaire qui aide le plus là-dedans, c'est que c'est une petite position dans mon portefeuille, donc c'est comme moins dramatique quand tu vois une baisse de ce côté-là, mais quand même, je ne l'ai pas vendu parce que je visais un turnaround. Un turnaround, c'est un redressement stratégique qui repartirait la machine. Et aujourd'hui, je vous parle d'Intel parce que récemment, on peut avoir l'impression que le redressement a commencé. Si on regarde au niveau du prix de l'action, Intel est passé d'environ 19$ à 45$ et ce, en moins de 6 mois. Ça représente une hausse de plus de 135% depuis le mois d'août 2025. Et ça, pour moi, c'est une belle preuve que le marché, il peut changer d'opinion plus vite qu'on pense. Et à ce moment-là, le prix d'une action, ça peut rebondir dès que la confiance des investisseurs revient. Et la remontée de l'action, ça ne sort pas de nulle part non plus. Intel a obtenu un investissement majeur de la part du gouvernement américain autour de 10% de participation dans le cadre d'une stratégie pour ramener une partie de la fabrication des semi-conducteurs aux États-Unis. Après ça, il y a eu NVIDIA qui investit 5 milliards de dollars dans Intel, ce qui peut nous démontrer qu'il y a sûrement des actifs ou des capacités qui valent de quoi chez Intel. Et la semaine passée, au salon de l'électronique à Vegas, Intel a présenté une nouvelle architecture de processeurs qui est censée améliorer leur compétitivité par rapport aux applications de l'intelligence artificielle. Et tout ça, ça semble merveilleux, mais on s'entend, ce n'est pas encore un succès pour Intel. Pour le moment, le narratif a changé et ça se reflète temporairement dans le prix des actions, mais ultimement, c'est juste de l'engouement. On parle de projection future, mais si leurs nouveaux produits ne performent pas ou si leur stratégie ne marche pas non plus, le prix des actions, il va redescendre aussi vite qu'il a monté. Et pour moi,
Tout ça, c'est un peu la dernière chance que je laisse à Intel, c'est-à-dire que pour le moment, je vais garder ma position, je vais pas vendre, mais je vais pas la grossir non plus. Avant de réinvestir une scène de plus dans Intel, je veux voir des résultats financiers concrets, je veux voir le feedback des clients par rapport à leurs nouveaux produits. Je vais pas juste me fier à un changement du sentiment du marché pour aller grossir une position que je suis actionnaire depuis peut-être trop longtemps. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.